Welcome back. Today we are joined by Professor Bienvenue à nouveau. to discuss Aujourd'hui, nous the recevons le future of professeur the Richard West, Wolff NATO, pour discuter de l'avenir Europe, de and, l'Occident, de also the l'OTAN, de international l'Europe et economic du système system in its économique current state, international dans son which is état perhaps actuel. too ambitious Ce qui est for a peut-être un peu 45 ambitieux minute pour un long podcast de podcast, but 45 minutes, let's see how mais long voyons how jusqu'où far nous we get pouvons into this. aller. So, thank Merci you for d'être coming avec on, nous and et bienvenue. I Je voulais wanted to parler avec discuss vous de with ce you qui se what's passe au sein happening de l'Occident, within the West, car, because de mon point de I guess vue, my l'Occident simple politique, perspective en tant is that qu'entité, a reposé sur des political conditions West as spécifiques, one entity à la fois is sécuritaires et économiques. it relied on specific conditions, both security and economic. That is, after World War II, the Americans provided the Autrement dit, Europeans après la Seconde with Guerre very mondiale, generous trade les Américains ont agreements, offert aux security, Européens des accords because they commerciaux had the et une sécurité capabilities très to do généreux, so, and parce also qu'ils en avaient les because of the moyens, rivalry mais aussi with en the raison de Soviet la Union. rivalité avec After l'Union the Cold soviétique. War, we saw the United Après la guerre States froide, nous avons vu les États-Unis poursuivre un ordre mondial hégémonique, et le partenariat avec les Européens à travers l'élargissement de l'OTAN constituait un nœud important de ce système. Aujourd'hui, dans le système multipolaire actuel, nous observons quelque chose de très différent. Les États-Unis se sont épuisés. Ils sont moins capables de rivaliser avec de grandes puissances comme la Chine, et ils doivent plus ou moins rebattre les cartes pour obtenir un certain, disons, avantage stratégique. Nous voyons donc les États-Unis devenir un peu rebelles. Pendant ce temps, l'Europe est désormais perçue comme un coût, un fardeau, et les États-Unis doivent essentiellement chercher un meilleur retour sur investissement pour leur empire. On observe une approche très transactionnelle et extractive envers leurs alliés, ce qui d'ailleurs ne se limite pas à Trump. Et tout cela, comme nous en parlions plus tôt, me surprend également. La manière dont l'Europe semble se désintégrer très rapidement. Je me demandais donc si vous voyez les choses de la même façon. Que se passe-t-il avec l'Occident en ce moment? Car chaque semaine paraît plus absurde que la précédente. D'accord. J'ai effectivement un ensemble de convictions très solides sur lesquelles je travaille depuis de nombreuses années. Ma perspective est américaine, je suis ici à New York, c'est ce que j'étudie. Je suis né, j'ai vécu et travaillé toute ma vie aux États-Unis. D'un autre côté, je suis aussi européen. Ma mère est née à Berlin, en Allemagne, et mon père à Metz, en France. J'ai parlé français et allemand toute ma vie. Cela m'intéresse, j'ai de la famille en Europe. Donc en un sens, j'ai été européen par coïncidence, plutôt bien placé pour ressentir ce qui s'y passe. Enfin, j'ai une approche très historique. Pour moi, la manière de comprendre le présent passe par le prisme du temps qui s'écoule, du changement historique. Dans cet esprit, laissez-moi vous dire ce que je pense qu'il se passe. Le phénomène le plus important, ce n'est pas M. Trump ni les États-Unis devenant des électrons libres, même si je comprends la valeur de ces idées. Mais je pense, en exagérant un peu pour souligner mon propos, que le véritable problème ici, c'est la Chine. Il faut comprendre que la Chine est en train de tout changer. Ce que nous avons, c'est un Occident qui n'y était pas préparé, qui ne pouvait pas l'imaginer, et qui ne sait pas comment faire face à l'ascension de la Chine, où tout ce qui a été tenté pour l'arrêter ou la ralentir a échoué, sans aucune perspective que quoi que ce soit à venir soit plus réussi que ce qui a été essayé au cours des au moins 75 dernières années de l'histoire occidentale. C'est le premier point. Voici le second. Les États-Unis étaient, comme vous l'avez justement dit, pris dans la Grande Guerre froide avec l'Union soviétique. Ils avaient espéré, au XIXe siècle, devenir le grand remplaçant de l'Empire britannique. Ils avaient rivalisé avec l'Allemagne pour ce rôle. Et pendant la Première Guerre mondiale, les États-Unis et leur allié, la Grande-Bretagne, après avoir vaincu les deux tentatives antérieures de cette dernière, d'empêcher les colonies américaines de devenir une force indépendante, la guerre de 1775, puis celle de 1812, ayant échoué,
les États-Unis et le Royaume-Uni ont écrasé l'Allemagne comme alternative. Cela a offert aux États-Unis l'occasion de devenir la puissance mondiale dominante pour le reste du XXe siècle. La Seconde Guerre mondiale a consolidé cette relation en détruisant le Japon, qui nourrissait des prétentions à peut-être bouleverser la domination anglo-américaine. La Seconde Guerre mondiale a commodément écarté le Japon et décimé ce qu'il restait de l'Europe comme concurrente, ne laissant que, de manière quelque peu embarrassante, l'Union soviétique. Ainsi, la guerre froide fut la reconnaissance qu'il restait, en exagérant un peu, mais c'est pour souligner l'idée, un dernier ennemi à vaincre. Vous aviez subordonné l'Empire britannique, vous aviez subordonné l'Europe, vous aviez subordonné le Japon, littéralement avec la bombe atomique à la fin, une forme de subordination poussée à l'extrême. Il ne restait donc plus que l'Union soviétique, et vous êtes entré dans la guerre froide. Amèrement, il a fallu reconnaître qu'il était impossible d'anéantir l'Union soviétique, car elle possédait l'arme nucléaire. Puis, l'Union soviétique s'est commodément effondrée sur elle-même en 1989, 1990, 91. Et voici maintenant le point essentiel. Cela a conduit les États-Unis, la direction de leur communauté politique, les chefs des partis républicains et démocrates, à un moment à la fois hystérique et historique. C'était le moment que M. Mearsheimer, que je sais que vous connaissez très bien, a consacré sa vie à comprendre comme le moment unipolaire, une période durant laquelle les États-Unis pouvaient raisonnablement imaginer la fantaisie du destin manifeste. Cette idée que, d'une certaine manière, Dieu, et souvenez-vous, Dieu est important aux États-Unis, sans aucun doute vite ici, célébrait les États-Unis comme le grand hégémon du monde. Et avec l'effondrement de l'Union soviétique, nous devions hériter du monde entier. Il serait notre huître. Le programme de mondialisation néolibérale, lancé dans les années 1970, pouvait véritablement décoller dans les années 1990 et déplacer la production hors des États-Unis. Toute la saleté de la fabrication serait effectuée en Asie, en Amérique latine et finalement en Afrique, tandis que les États-Unis régneraient en maître. Ironiquement, les explosions d'une réaction musulmane, la soi-disant ère du terrorisme, ont d'une certaine manière renforcé cette idée. L'Occident était l'endroit où les choses étaient civilisées, polies et convenables, et l'Orient n'était pas seulement le lieu où se déroulait la production sale, mais aussi celui où les gens étaient perçus comme irrationnels, arriérés, idéologiquement égarés, tout cela à la fois. Et maintenant vient le désastre, la poussière retombe. Nous sommes dans les années 2010 de ce nouveau siècle, et il s'avère qu'il y a encore un autre obstacle. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Amérique, ce n'est pas l'Union soviétique, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas le Japon, c'est la Chine. Sauf que c'est une puissance économique en pleine expansion, bien plus rapide que toutes les autres ne l'ont jamais été. Alors, au lieu de pouvoir récolter tous les fruits que vous vous étiez promis, on vous les a refusés. Et tout ce que vous avez essayé de faire à la Chine, tout a échoué. Ils ne ralentissent pas. Cette année, leur PIB augmentera 2 à 3 fois plus vite que celui des États-Unis. Et cela dure depuis 30 ans. Rien ne l'a arrêté, ni la 7e flotte, ni le vacarme autour de Taïwan, ni les accords économiques, rien de tout cela. Le partenariat pour le Pacifique, l'ASEAN, cela ne change rien. Cela n'arrête pas le déclin relatif des États-Unis et de l'Europe, ni la montée de la Chine, et maintenant la Chine avec les BRICS. C'est écrasant, et rien ne laisse entrevoir une fin. Je pense que cela a provoqué une sorte de réaction hystérique. D'abord la peur, puis l'amertume, puis la volonté de faire aux Chinois ce qui semblait avoir fonctionné contre les Soviétiques. Mais cela ne marche pas. La Chine n'est pas l'Union soviétique, et ce à des égards très importants.
sur le plan économique, politique et à tous les autres niveaux. Economically, politically, and everything else. And so there's hysteria. And the hysteria Et donc il y a de l'hystérie. Et cette hystérie atteint son apogée d'une manière très particulière. Elle produit aux États-Unis un clown comme président. Un clown dont l'humour, dont l'étrangeté sont en réalité une réaction à tout ce que je viens de dire. Il va briser toutes les règles. Il va se comporter de toutes les manières qu'il ne faut pas. Il est prêt à poser et à répondre à des questions qui étaient jusque-là en dehors du champ du discours politique autorisé dans ce pays. Le Mexique et le Canada sont-ils des alliés importants? Pas particulièrement. Si nous pouvons en tirer quelques tributs à court terme, c'est tout ce à quoi ils servent. Et si nous devons utiliser notre armée, très bien. Nous avons suffisamment de forces militaires et ils sont assez faibles pour que nous puissions le faire. and they are weak enough, we can do that. And the same applies to Western Europe. Il en va de même pour l'Europe occidentale. Nous leur avons offert une protection militaire parce que nous avions besoin d'un tampon avec l'Union soviétique. Nous n'en avons plus besoin aujourd'hui. L'Union soviétique n'est pas la menace que nous pensions autrefois qu'elle était. En réalité, il serait plus judicieux d'essayer de les éloigner de la Chine, ce que rien de ce que nous avons fait jusqu'à présent n'a permis d'accomplir. Mais nous devrions essayer. Un bon compromis en Ukraine aiderait à résoudre ce problème. Et c'est pourquoi nous allons nous retirer d'Ukraine. Nous laisserons cela aux Européens, dont nous savons qu'ils ne peuvent pas s'en charger seuls. Ils n'ont pas les capacités militaires nécessaires. Ils ne les ont plus depuis 50 ans. C'est absurde. Les Russes n'ont aucune raison de partir et les Européens ne pourraient de toute façon pas se défendre. Alors, transformons cela en avantage à court terme. Allons voir von der Leyen et disons-lui, voici l'accord. Nous allons vous imposer des tarifs douaniers terribles. Si vous ne voulez pas de tarifs terribles, nous sommes prêts à vous accorder des tarifs modérés, mais seulement si vous vous engagez à faire deux choses intéressantes. Acheter notre gaz naturel liquéfié, 700 milliards de dollars sur les 10 prochaines années, et contribuer à hauteur de 700 ou 800 milliards supplémentaires en investissements garantis et promis aux États-Unis. Autrement dit, nous voulons que vous, les responsables politiques européens, alliez voir vos citoyens, preniez l'argent que votre économie génère, priviez votre propre pays de la possibilité de le réinvestir et le placiez à la place dans notre économie. Le fait que ce soit une proposition sérieuse, c'est cela qui compte. Le fait que von der Leyen s'y soit engagée montre à quel point la situation est grave, à quel point la subordination de l'Europe qu'on envisage ici est terrible, car le chaos que ça pourrait engendrer en Europe, alors que vous essayez désespérément de préserver votre protection sociale alors que ce que vous venez d'accepter la rend impossible, serait immense. Il est impossible de faire ce que vous avez promis à M. Trump, vous réarmer contre la Russie, tout en maintenant votre filet de sécurité sociale. 5 minutes de calcul suffisent pour comprendre que c'est irréalisable. Ainsi, les États-Unis disent, et je vais exagérer un peu, qu'ils se moquent du long terme. Ils ne savent pas ce qui se passera à long terme. Le temps joue en faveur de la Chine, pas de la nôtre. Nous l'avons appris au cours des 30 dernières années. Nous avons besoin d'une solution à court terme et pour cela nous devons vider notre empire mondial informel, dont les parties les plus riches sont les autres membres du G7. Et nous allons les vider jusqu'à la dernière goutte, l'Europe, le Canada, le Japon et le Mexique. Nous allons tous les vider et nous allons utiliser cela pour faire un dernier effort profond afin d'arrêter le phénomène de la Chine et des BRICS, car c'est bien ce qui se passe. Et voici l'ironie. Il reste un résidu, et ici j'aimerais voir ta réponse, corrige-moi si je me trompe. Il y a une inquiétude, et cette inquiétude, c'est l'Europe.
Il existe une faible probabilité dans la mentalité américaine que les Européens puissent se sentir tellement insultés, tellement indignés par ce qu'on leur fait subir, qu'ils finissent par surmonter leur incapacité nationaliste à s'unifier. Cela se manifeste depuis tant d'années qu'il est difficile d'imaginer que quelqu'un ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Cependant, il y a un risque que vous soyez tellement destructeurs pour leur avenir que vous finissiez par les rassembler. Et il y a aussi le danger qu'ils veuillent leur propre place dans l'économie mondiale. Ils ne veulent ni de la Russie, ni de la Chine. Ils ne veulent pas des États-Unis. Ils veulent la leur. Et comment vont-ils s'y prendre? Eh bien, voici l'ironie. L'une des choses dont ils ont besoin, c'est d'un endroit pour développer l'énergie, exploiter les terres rares et bâtir une toute nouvelle base économique. Et donc, la conclusion à laquelle on est parvenu, je crois, à Washington, c'est que le danger pour le Groenland n'a jamais été la Chine ou la Russie. C'est, pardonnez-moi, des conneries de première catégorie. Le danger, c'était que les Européens comprennent ce qu'ils possèdent s'ils parvenaient à s'unir pour le développer. Les États-Unis veulent le Groenland, en somme, pour que l'Europe ne puisse pas l'obtenir. Voilà où nous en sommes. Et c'est l'une des choses qui motive ce genre de comportement, qui est dénigrant pour l'Europe à tous égards. Non seulement par les propos tenus, non seulement en se moquant de Starmer, de Macron ou de Merz, mais aussi en pleine face par l'attaque contre le Danemark, contre le Groenland et tout ce que cela représente. S'agit-il d'actes symboliques? Absolument. Cela fait partie de la dénigration. Absolument. Mais ce sont aussi des manœuvres stratégiques pour se positionner en vue de l'effort final visant à contenir la Russie et la Chine, désormais alliées. Votre échec face à la Chine a en partie rapproché la Russie au lieu de l'éloigner. Une erreur énorme qu'il attribue à Biden, ce qui est absurde, car cela découle d'un consensus dans ce pays. Mais il est désespéré. Il dira tout ce qu'il faut. Vous devriez voir M. Trump comme un homme politique désespéré, car c'est ce qu'il est. Il n'y a pas de planification brillante, pas de manœuvre habile. Il y a du désespoir qui peut parfois engendrer un moment de génie, sans aucun doute. Mais c'est le désespoir qui est essentiel ici, pas le moment de génie dans une pièce de théâtre par ailleurs désespérée. Eh bien, vous avez tout à fait raison au sujet des efforts des États-Unis pour épuiser leurs alliés. Et si l'on regarde pourquoi les Européens acceptent ces accords commerciaux désastreux, il ne serait pas surprenant qu'ils décident de conclure un accord avec le Groenland, en cédant certains territoires souverains pour y installer des bases américaines qui seraient placées uniquement sous contrôle de l'ULUOPR. Tout cela est très probable, et la raison, selon moi, c'est qu'après 80 ans, les Européens manquent d'imagination politique pour envisager quoi que ce soit qui n'implique pas la direction américaine. Je pense que toutes ces concessions massives qui vont à l'encontre de l'intérêt national, qui affaiblissent et divisent l'Europe, découlent de l'idée que par cette forme de subordination, cette obéissance, ils gagneront, pour ainsi dire, l'affection de Washington, afin de montrer que l'alliance vaut encore la peine d'être maintenue. Je pense que ce que les dirigeants européens ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas un cadeau destiné à recoller les morceaux, à sauver le mariage. C'est le règlement du divorce. Les États-Unis reconnaissent que l'alliance ne va pas durer. Les Européens n'ont pas grand-chose à offrir. Ils essayent de saisir ce qu'ils peuvent avant la fin, et ils cèdent l'avantage stratégique. C'est vraiment étrange à observer. Mais pour répondre à votre question, je ne pense pas que les Européens seraient capables de s'unir contre les États-Unis, car l'Europe a ses propres problèmes. Encore une fois, qu'est-ce que l'Europe?
Vous avez ces 27 États membres dans l'UMER, et l'UMER n'est plus capable d'apporter de véritables avantages économiques, en partie à cause de sa subordination aux États-Unis, mais aussi en raison de son approche plus autoritaire, de l'abandon de l'état de droit, des sanctions contre ses propres citoyens, et de tout cela. Je suis donc un peu sceptique quant à la capacité de l'Europe à tenir tête aux États-Unis. Il est trop simple, trop facile, selon moi, de monter les Européens les uns contre les autres. Mais le véritable facteur imprévisible ici, dans la montée de la Chine, enfin, ce n'est pas vraiment un facteur imprévisible, mais ce qui a changé les choses de manière aussi fondamentale de mon point de vue, c'est le rôle de la Russie. Je pense que les historiens du futur regarderont cela et seront choqués. Depuis Gorbatchev, la Russie a poursuivi l'idée d'une maison européenne commune. C'était leur objectif, s'intégrer à l'Occident. Même au début des années 1990, ils ont signé avec nous des accords pour créer une architecture de sécurité pan-européenne. Cependant, comme les Russes étaient faibles, l'Occident a opté pour un système hégémonique, c'est-à-dire l'expansion de l'OTAN. Malgré tout, les Russes ont essayé. Boris Eltsine et Vladimir Poutine ont tous deux proposé d'adhérer à l'OTAN si celle-ci devait être l'organisation principale. Et en 2008, ils ont de nouveau proposé une architecture de sécurité pan-européenne. En 2010, ils ont proposé une union de sécurité entre l'UMEB et la Russie. En 2013, l'Ukraine et la Russie ont proposé un accord trilatéral, UEB-Ukraine-Russie, afin que nous puissions avoir une Europe commune plutôt que des lignes de division. Ils ont bien sûr rejeté cette proposition. Et à la place, lorsqu'ils ont renversé le gouvernement en Ukraine, quelque chose de fondamentalement différent s'est produit en Russie. Pour la première fois depuis 300 ans, depuis Pierre le Grand, ils ont décidé qu'une politique étrangère centrée sur l'Occident n'était plus possible et qu'au lieu d'une grande Europe, ils devaient envisager une grande Eurasie en se tournant vers l'Est. Et justement à ce moment-là, en 2014, les Chinois commençaient à développer leur initiative des nouvelles routes de la soie. Ils créaient leur propre banque de développement et annonçaient des politiques industrielles très ambitieuses, avec les capacités et l'intention de contester la primauté économique des États-Unis. Le fait que nous ayons fait cela à ce moment précis de l'histoire, pour moi, c'était la plus grande erreur qu'on pouvait commettre. Et je me demande comment vous voyez la Russie dans ce contexte, cependant. Parce que les Américains, les Européens semblent parier sur l'idée que nous pouvons revenir à une sorte de guerre froide où nous aurions un intérêt commun avec les États-Unis pour contrebalancer les Russes. Mais les Américains, eux, semblent voir les choses autrement. Ils disent, eh bien, la Russie n'est pas un problème, ce n'est pas un rival. Pourquoi pousserions-nous les Russes à se rapprocher des Chinois? Donc toute l'hypothèse des Européens, selon laquelle il s'agit d'un sujet unificateur, la haine de la Russie, semble être une erreur stratégique majeure, qui ignore, comme vous l'avez dit, la Chine. Oui, mon point de vue, encore une fois, je le considère d'un point de vue historique. Si l'on regarde les 75 dernières années, la Chine représente le changement le plus spectaculaire. Je veux dire, elle passe littéralement du statut de pays le plus peuplé du monde à celui, sans doute, du pays le plus pauvre du monde. Vous savez, nous avons tous grandi ici, aux États-Unis, ou du moins beaucoup d'entre nous, en lisant un roman d'une missionnaire américaine nommée Pearl Buck. Il s'intitulait « La terre chinoise ». Vous le connaissez peut-être. C'est une étude de la Chine réalisée, je crois, par des missionnaires américains partis là-bas pour répandre le christianisme et tout ce qui l'accompagne. Mais c'est un livre qui décrit un niveau de pauvreté qui, pour la plupart des Américains, est devenu l'image même de la Chine, l'exemple ultime de la misère absolue. Ensuite, ils font une révolution, et cette révolution a pour objectif de les sortir de la pauvreté effroyable dans laquelle ils se trouvaient.
horrific poverty that they were, this is the American understanding, and making them into C'est cela, la compréhension américaine, les transformer en une économie moderne. Et ils l'ont fait. Ils sont allés plus loin, plus vite que tout autre développement économique dont nous ayons trace, surpassant largement l'Europe ou l'Amérique en termes de croissance du PIB par habitant, quelle que soit la manière dont on la mesure. J'ai effectué toutes ces mesures. Les Chinois se sont transformés eux-mêmes, premièrement. Deuxièmement, les Russes, comme vous l'avez justement dit, se sont eux aussi transformés, doublement, comme vous l'avez décrit, passant de l'orientation européenne de Pierre le Grand à la réorientation sans équivoque de M. Poutine vers l'Est. Mais ils ont également traversé une révolution communiste en 1917 et une contre-révolution en 1989. Impressionnant. Ils ont fondamentalement remis en question, contesté et modifié leur trajectoire. Mais qui n'a pas fait cela? L'Europe et l'Occident. Ils n'ont rien fait de tel. Ils n'ont rien connu de comparable à ce genre de transformation. Ils suivent la même trajectoire. L'Europe a utilisé, si je puis me permettre, le nationalisme pour sortir du féodalisme, pour prendre le Saint-Empire romain germanique, qui était une immense entité, et le morceler en nations distinctes, finalement. La construction des nations et la transition vers le capitalisme sont si étroitement liées qu'il n'est pas si surprenant, n'est-ce pas, que les Européens soient encore aujourd'hui si profondément attachés au récit nationaliste, à l'importance d'être hongrois plutôt que slovaque, ou polonais plutôt que lituanien. Je veux dire, bon sang, c'est comme si les Américains étaient vraiment enthousiastes à l'idée d'être du New Jersey plutôt que du Wisconsin. Cela semblerait absurde aux Américains, n'est-ce pas? Les États-Unis représentent l'accomplissement ultime de cette histoire nationaliste, héritant littéralement de la décision de Dieu de favoriser les États-Unis. C'est la destinée manifeste des États-Unis d'être l'hégémon mondial. Ils n'ont rien changé. Et si l'histoire nous enseigne quelque chose, il me semble qu'elle nous apprend que la plus grande erreur que l'on puisse commettre est de supposer que les conditions qui ont permis à une stratégie de fonctionner à un moment donné doivent être préservées parce qu'elles seront tout aussi efficaces bien plus tard. Ce n'est jamais vrai. Ce qui est vrai, c'est que si vous essayez cela, vous échouerez. Si vous ne vous posez pas de questions fondamentales, vous échouerez à trouver la réponse. La question que vous refusez d'affronter ne disparaît pas simplement parce que vous refusez de l'affronter. Elle est toujours là, et cet échec reviendra vous hanter. Il me semble que le nationalisme, qui, soit dit en passant, n'est pas seulement un problème en Europe, mais aussi ici, aux États-Unis, prend ici une forme différente parce que nous ne formons qu'un seul pays. Mais cela signifie que le reste du monde existe à peine pour nous. C'est pourquoi les luttes internes aux États-Unis sont au bout du compte ce qui va changer ce pays, parce qu'elles ne laissent pas de place aux affaires mondiales. Le président qui nous embarrasse parce qu'il n'arrive pas à se souvenir qu'il ne faut pas confondre l'Islande et le Groenland, ou 1000 autres variantes de cette ignorance, c'est un phénomène typiquement américain. La plupart des Américains n'ont aucune idée d'où se trouve l'Ukraine, encore moins de ce qu'elle est. Aucune idée. C'est une guerre que les États-Unis mènent non seulement par procuration, mais au-delà même de la procuration des Européens et des pauvres Ukrainiens. Toute l'idée de cette guerre est une mise en scène façonnée par les médias d'ici, dirigée par les politiciens et les universitaires qui, à leur honte éternelle, s'y prêtent. Ce sont des pièces morales où le bien affronte le mal, avec à peu près autant de réalisme que l'histoire enfantine racontée à un enfant au début de son éducation chrétienne, lorsqu'il a 6 ans. Nous ne grandissons jamais.
Et ce refus de remettre en question et de changer, c'est pour cela que les Russes et les Chinois sont dans une position infiniment meilleure. D'ailleurs, le temps joue en leur faveur, et ils le savent. Les gens se demandent pourquoi. Trump fait-il tout cela? Et M. Xi Jinping parle très peu, et M. Poutine parle même relativement peu. Je suppose qu'ils se parlent chaque soir incrédules devant l'autodestruction de l'Occident. Ils n'ont pas besoin d'intervenir, l'Occident fait très bien le travail tout seul. Je pense que c'est aussi une façon de comprendre ce qu'est la retenue russe, car ils savent que plus ils relèvent la tête, plus cela peut commencer à rassembler une partie de l'Occident. En d'autres termes, ils n'ont pas besoin d'en faire beaucoup. Ils n'ont pas besoin de sabotage actif. Il n'est pas nécessaire d'avoir un Russia Gate dans le monde réel. Il n'y en a pas. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de rester discrets, et on dirait que l'Occident va s'autodétruire. C'est assez extraordinaire. Mais comment vois-tu tout cela? Je veux dire, nous parlons d'économie, nous parlons de configuration politique. Mais qu'est-ce que cela signifie pour la sécurité et la guerre? Parce qu'en général, historiquement, les nouveaux ordres mondiaux ne tendent à se former qu'après de grandes guerres. Après chaque guerre majeure, on observe un changement, une redistribution du pouvoir. Parfois, certains acteurs s'effondrent, comme l'Union soviétique, ce qui transforme le monde. Mais en général, nous nous dirigeons vers la guerre. Les États dominants ne vont pas simplement céder ou abandonner le trône. Alors, comment voyez-vous cela? Voyez-vous la possibilité d'une véritable guerre contre la Russie ou la Chine? Parce que cela semble très suicidaire, non seulement pour ceux qui attaquent, mais pour la planète entière. Comment évaluez-vous cette situation? Ou s'agit-il simplement d'une posture? Eh bien non, je pense qu'il y a il y a beaucoup de postures, mais il y a aussi un débat général et sincère. Je ne pense pas que ce débat soit du tout tranché. C'est un débat entre ceux, je vais être un peu cru, mais c'est pour aller droit au but. Ceux qui comprennent que le temps ne joue pas en notre faveur et qui soutiennent donc « mieux vaut faire la guerre plus tôt que plus tard ». Ceux-là sont impatients de bombarder l'Iran. Quand? La semaine dernière. Donc ils sont là. C'est un groupe sérieux au sein de l'armée et au-delà. Puis il y a l'autre camp qui dit « Vous êtes fous, nous vivons à l'ère nucléaire. » Et c'est une carte qu'on ne peut pas jouer, ni nous, ni l'autre camp non plus. Et ils débattent. Ils ont ce débat depuis un bon moment, donc ils y sont habitués. Il y a maintenant les fils de ceux qui débattaient de cela il y a 30 ans, et ils reprennent ce débat, se demandant si les conditions mondiales changeaient l'influence. Pour certains, oui. D'autres restent fidèles à ce qu'ils ont toujours cru. Et pourquoi? Eh bien, l'expérience n'apporte pas de réponse claire. Il est bien compris que la guerre du Vietnam a été perdue. Pour le peuple américain, ce n'est pas une évidence. Pas du tout. Mais pour les penseurs au sein de l'establishment de notre vie politique, une partie comprend très bien qu'il s'agissait d'une guerre qui a mobilisé un demi-million de soldats américains, les bottes sur le terrain, et que nous avons été vaincus. Et le Vietnam était, à l'époque, l'un des pays les plus pauvres de la planète, menant une guerre contre les États-Unis, qui était alors sans doute la puissance militaire la plus développée du monde. Ainsi, les plus forts contre l'un des plus faibles, et les plus faibles gagnent. L'ennemi était le Parti communiste du Nord-Vietnam, et c'est essentiellement lui qui a hérité du pays lorsque les États-Unis sont partis ou ont été forcés de partir. Je ne vais pas vous ennuyer, mais vous savez qu'en Afghanistan, c'est plus ou moins la même histoire. Les talibans sont au pouvoir maintenant. Les talibans étaient l'ennemi. Ils ont gagné. Nous avons perdu. Nous sommes en train de perdre en Ukraine. On peut discuter de qui a gagné quoi en Irak, mais une victoire claire pour les États-Unis, pas du tout.
Donc, utiliser des troupes au sol, même contre des pays pauvres, n'est pas une stratégie très efficace. La raison pour laquelle les États-Unis ont choisi de tenter l'enlèvement de Maduro, c'est qu'ils ne pouvaient rien faire autrement. Monsieur Trump, eh bien, nous aurions pu envoyer. Mr. Trump, well, we could have sent in. No, you couldn't. You know how we know you couldn't? Non, vous ne pourriez pas. Vous savez comment nous savons que vous ne pourriez pas? Parce que vous ne l'avez pas fait. Et vous ne l'avez pas fait parce que vous ne voulez pas mener une guerre indéfinie dans une campagne très accidentée. Le Venezuela a beaucoup de montagnes et de jungles. Waouh! Vous parlez d'une horrible rediffusion de l'Asie? Sauf que cette fois, en Amérique latine, vous ne voulez pas de ça. Il y aurait des centaines de milliers de Latino-Américains prêts à se porter volontaires pour combattre les États-Unis au Venezuela. Ils le savent aussi. Donc, vous assistez ici à une lutte dont le parallèle, peut-être est-ce là où vous voulez que j'en vienne, se trouve aussi dans les difficultés économiques. L'économie des États-Unis, je suis professeur d'économie, c'est mon métier, est aujourd'hui plus inégale qu'elle ne l'a été de toute ma vie. Et j'ai les cheveux gris. Selon n'importe quel critère que vous choisissiez, la répartition de la richesse, la répartition des revenus, le revenu disponible, peu importe la mesure, et il y en a une douzaine, nous atteignons un niveau d'inégalité. Une statistique récente indique que les 10% les plus riches de notre population représentent plus de la moitié de toute la consommation. Les 90% restants ont moins de la moitié de la consommation. De quoi parlez-vous? Les gens sont furieux. Il n'y a pas d'emploi pour eux. Le revenu n'est pas suffisant. Aujourd'hui, le 23 janvier 2026, l'AFL-CIO, notre grande fédération syndicale nationale conservatrice, son organisation locale dans la ville de Minneapolis, une grande ville au centre du pays, a appelé et organisé une grève générale. La dernière fois que Minneapolis a connu quelque chose de ce genre, c'était au plus fort de la dépression, en 1934. Et cette fois-ci, de quoi s'agit-il? Est-ce une question d'économie, de salaire et tout le reste? Est-ce la véritable raison? Probablement. Mais quelle est la raison apparente? Prêt? L'opposition à l'ICO et à Trump. Le maire de la ville et le gouverneur de l'État soutiennent la grève générale. C'est un niveau de division sociale que nous n'avons pas vu depuis des décennies, presque un siècle. Des problèmes très graves et ils ne sont pas résolus, ni par les tarifs douaniers, ni par quoi que ce soit de ce qu'il fait. Le niveau de déficit que notre budget atteindra l'année prochaine sera encore plus élevé que les années précédentes, alors que M. Trump s'était engagé à faire exactement le contraire. Il propose une augmentation de 50% des dépenses militaires. D'ailleurs, un autre message à l'Europe. Si vous êtes impressionné que Merkel prévoit d'augmenter les dépenses militaires de 800 milliards de dollars sur les 10 prochaines années, réfléchissez à ceci. Les États-Unis vont augmenter leurs dépenses de 600 milliards en une seule année. L'Europe ne va pas défier militairement les États-Unis avec une telle approche. C'est bien trop peu et bien trop tard. Voilà les réalités auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Eh bien, dans quelle mesure, toutefois, juste une dernière question, pensez-vous qu'il existe un élan réel pour changer fondamentalement la manière dont l'Occident politique envisage l'économie? Parce qu'après 2 guerres mondiales, il semblait que nous avions un peu retenu la leçon du capitalisme débridé. C'est-à-dire que, de 1945 à 1990, nous avons connu, disons, une certaine retenue. Nous avions davantage d'interventions dans l'économie pour diverses raisons, mais cela restait perçu comme acceptable. Puis dans les années 1970, comme vous l'avez suggéré plus tôt, nous avons connu une stagnation économique et la solution a été, eh bien, dérégulons.
Allégeons la responsabilité sociale. Débarrassons-nous de toute cette propriété publique, en partant du principe qu'avec une économie plus flexible, la croissance reviendrait. Beaucoup diraient « oui, c'était une bonne idée pour relancer les choses ». Mais cela aurait sans doute dû rester un outil temporaire, le temps que l'économie redémarre, avant de réintroduire une partie de la régulation et de la responsabilité sociale. Mais au lieu de cela, nous avons vu dans les années 80 ces marchés déréglementés, où le marché fonctionne sans aucune intervention, devenir une idéologie sous Reagan et Thatcher. Soudainement, la droite politique ne pouvait plus intervenir dans le marché pour protéger les valeurs et les institutions traditionnelles, que ce soit l'Église, la famille ou autre chose. La gauche politique, elle, ne pouvait plus redistribuer la richesse. Et vous savez, les problèmes ont commencé à s'accumuler tout au long des années 1980. On aurait pu penser qu'à la fin de la décennie, il était temps de resserrer un peu les choses et de s'assurer que la société ne parte pas à la dérive, comme vous l'avez mentionné, avec les inégalités économiques. Mais ensuite, bien sûr, l'Union soviétique s'effondre et soudain, l'économie libérale passe à la vitesse supérieure dans une vague d'hubris. Depuis 30 ans, nous avons tous adoré l'hôtel du libre marché, où, le marché s'occupe de tout et la société n'est qu'un appendice qui suit là où le marché va. Mais il semble que nous soyons, vous savez, arrivés au bout du chemin. Face à cela, voyez-vous des signes indiquant que nous pourrions essayer de nous remettre sur la bonne voie, remettre en question la religion de notre époque, à savoir ce libre marché? Oui, je pense que c'est possible. Et puisque nous arrivons à la fin de notre temps, permettez-moi d'être audacieux et de vous dire ce que j'imagine qu'il pourrait se passer. D'accord? Si je me demande, comme je l'ai fait et comme le fait ma profession, quel est le secret qu'ont découvert les Chinois qui leur a permis d'atteindre le record de croissance économique des 30 à 40 dernières années? Je veux dire, cela devrait être la question numéro 1. Adam Smith est considéré comme le fondateur de l'économie parce qu'il a demandé, dans le titre de son grand ouvrage, ce qui explique la richesse des nations. C'était sa question, et cela devrait être la nôtre. Et si vous posez cette question, alors le pays sur lequel vous devez vous concentrer, c'est la Chine, du moins si vous voulez expliquer la croissance. Vous pourriez vouloir vous concentrer ailleurs si vous souhaitez expliquer l'absence de croissance. Et c'est en quelque sorte ce que Smith a fait. Nous avons besoin de cela à nouveau. Si vous prenez la discipline économique au sérieux, vous saurez que les Chinois ont procédé en se demandant « Que faut-il pour atteindre la croissance économique ? Que devons-nous faire en tant qu'entreprise d'État et que devons-nous faire en tant qu'entreprise privée? Que devons-nous faire pour que cela reste entre des mains chinoises? Que pouvons-nous permettre d'être fait par des mains étrangères? » Et ils ont, de manière très concrète et très pragmatique, répondu à ces questions. Et ils ont produit une économie hybride, une économie qui est à des degrés divers mais à peu près à part égale, privée et étatique. Elle est fortement chinoise, mais avec une large place laissée aux entreprises étrangères pour fonctionner. Très pragmatique. Ils n'ont pas été idéologiques. Ils n'ont pas fait ce que, pourrait-on dire, les Russes ont fait en donnant la priorité aux entreprises d'État. Et ils n'ont pas fait ce que l'Occident a fait en donnant la priorité aux entreprises privées et en élevant cela au rang d'hystérie idéologique. Eh bien, ce serait un argument intéressant. On pourrait le défendre. Nous ne faisons pas cela. Mais voici où réside mon optimisme. Je pense que nous le ferons. Je pense qu'il y aura et qu'il y a déjà aux États-Unis une question grandissante. Qu'ont donc fait exactement les Chinois? Pourquoi sont-ils meilleurs que nous dans les véhicules électriques, dans les panneaux solaires, dans l'intelligence artificielle réellement utilisable, et ainsi de suite?
panels, in AI that is practically usable, and on. Why are they contesting us in the most advanced? Et pourquoi rivalisent-ils avec nous dans le domaine des puces semi-conductrices les plus avancées et dans tout le reste? Ces questions sont posées avec le suivi inévitable. Je pense que nous découvrons que nous sommes restés coincés dans une version horrible et figée d'un débat. Qu'est-ce qui est mieux, le privé ou le public? Et que c'était la mauvaise question. Pour moi, c'est à peu près aussi intéressant que de demander quel jour est le meilleur, mardi ou vendredi, ou quel est le meilleur chiffre, 6 ou 9. Vous savez, ce sont des questions absurdes. Qui s'en soucie? Ce sont les résultats qui comptent, pas un test de pureté entre public et privé. D'où nous est venue cette idée folle? Where did we get that crazy idea? If for every example you can show me. Pour chaque exemple où vous pouvez me montrer que le secteur privé a fait quelque chose de mieux que l'équivalent public, je peux vous montrer l'inverse. Qu'avons-nous accompli ainsi? Rien. C'est tout le propos. Parfois une méthode est meilleure, parfois c'est l'alternative qui l'est. Nous faisons cela partout ailleurs. Quel est donc ce problème religieux que nous avons ici? Car c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est l'effort du secteur privé pour se protéger contre quoi? Contre le gouvernement. Cela a toujours été cela, la peur du gouvernement, car avec le suffrage universel, le gouvernement est en fin de compte redevable aux travailleurs, qui sont la majorité. Et pour un capitaliste, cela a toujours été un problème. Comment peut-on coexister dans une société avec le suffrage universel et le vote démocratique? On est toujours en danger. Comment gère-t-on ce risque? En empêchant le secteur public de toucher à votre économie, vous l'empêchez d'exercer ses origines démocratiques pour contrôler la vie économique. C'est puéril quand on y pense ainsi. Je crois que ça commence à émerger dans ce pays. Je pense même que cela fait partie de la grève générale à Minneapolis aujourd'hui. C'est une prise de conscience parmi les gens, enfin, qui doivent vraiment reprendre le contrôle du système. Même la popularité de M. Trump reposait sur une tentative de dire au peuple américain ce qu'il savait déjà. Vous avez perdu tout contrôle. Votez pour moi, je mettrai en œuvre ce que vous voulez. Ils ont voté pour lui et il ne change rien. Voilà la réalité. Il n'a rien changé de fondamental lors de sa première présidence. Et tout ce qu'il fait dans la seconde, c'est davantage de mise en scène. Il a compris qu'il devait dominer le cycle quotidien de l'actualité. Et il a besoin de cela de première fois. He's much better at that than he was the first time. And the Europeans, unfortunately, play into that. Et les Européens, malheureusement, contribuent à cela. Mais je pense que l'espoir est que les peuples européens et américains chercheront des changements en Occident comparables à ceux que connaissent la Russie et la Chine. Et à quoi cela pourrait-il ressembler? Permettez-moi de conclure par cette provocation. Qu'est-ce qui empêche les Européens de se dire qu'ils ont misé sur le mauvais cheval? Ils devraient suivre M. Poutine dans un réalignement long, difficile, mais potentiellement porteur de transformation mondiale. Il y a une rumeur selon laquelle Macron aurait un jour demandé si lui et la France pouvaient rejoindre les BRICS. Je ne sais pas si cette rumeur est vraie ou non. Mais si elle ne l'est pas, permettez-moi de suggérer que examiner cette possibilité et former une Europe qui négocie avec les États-Unis depuis une position de force grâce à une alliance avec la Russie et la Chine représenterait un avenir très différent pour tout le monde. J'ai toujours dit que les Européens pourraient apprendre un peu de la manière dont la Chine s'est développée. Autrement dit, je pense que nous pourrions inviter davantage de capitaux chinois en Europe, mais au lieu de devenir une colonie technologique, cela pourrait se faire par le biais d'accords, des co-entreprises, incluant un certain transfert de technologie. Tout cela ne permettrait pas seulement à l'Europe de prospérer. Ce serait aussi une base pour l'unité, car le pouvoir de négociation collectif de l'Europe en serait la raison d'être. Ce serait donc préférable à une unité fondée sur la haine de la Russie ou sur le rêve de subordination aux États-Unis.
Et comme vous l'avez dit, cela pourrait jeter les bases de relations plus pacifiques avec la Russie. De plus, en nous ouvrant aux Chinois et en diversifiant nos partenariats, nous pourrions entretenir une relation plus équilibrée avec les États-Unis au lieu d'être, vous savez, excessivement dépendants. Et cela pourrait même, à court terme, faire des merveilles pour l'Europe de retrouver du pétrole et du gaz bon marché en provenance de Russie. Enfin, soyons honnêtes, il est assez évident qu'il y aurait toutes sortes d'avantages. Et vous avez tout à fait raison. Si l'on regarde l'histoire de la Chine, c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a essentiellement dit à l'Occident, « Si vous venez, nous vous offrirons une main-d'œuvre industrielle bon marché et formée, ainsi qu'un accès au marché chinois, qui est le plus vaste et le plus dynamique du monde. » Eh bien, vous savez, j'ai enseigné dans des écoles de commerce. C'est ce que nous apprenons aux jeunes entrepreneurs. Si vous voulez réussir, allez là où les salaires sont bas et où le marché est en expansion. Eh bien, ils l'ont fait. Ils sont allés en Chine. Maintenant, quelle serait la demande chinoise? Nous vous donnerons les travailleurs. Nous vous donnerons l'accès au marché. Vous devez partager votre technologie. Vous devez partager votre système de distribution. Vous savez, si vous regardez la grande distribution aux États-Unis, elle est dominée par Walmart et Target. Et ce que vous trouvez dans ces magasins, ce sont tous les produits fabriqués en Chine. Mais les Chinois, qui pouvaient produire un meilleur produit, n'auraient jamais pu accéder au marché américain sans un système de distribution. Il leur aurait fallu 50 ans pour en développer un. À la place, ils ont conclu un accord avec une entreprise américaine. Walmart, qui est la société la plus riche et le plus grand employeur des États-Unis, dépend entièrement de la Chine. La Chine fait partie de l'histoire de Walmart. Très bien, si Walmart a pu le faire, vous voulez me dire, pourquoi ne pourrions-nous pas tous faire la même chose? Inspirez-vous des Chinois, concluez un accord, et l'Europe en serait la bénéficiaire. Elle aussi pourrait rédiger les contrats. L'Europe est un marché riche, elle l'est toujours. L'Europe compte 300-400 millions de personnes qui achètent des biens. Et l'Europe a moins de problèmes d'inégalité que nous. Vous êtes en bonne position. Les Chinois ont besoin de vos marchés, et ainsi de suite. Vous pouvez encore le faire, mais il faut le faire. Et cela exige la volonté de remettre en question ce que vous faites. Tout ce que je vois, et corrigez-moi si je me trompe, c'est un Starmer, un Macron, un Merz et une Mélanie incapables, et je ne sais pas, les autres ne valent guère mieux, incapables même de commencer à penser autrement qu'en considérant la Russie comme le grand ours dont il faut se méfier. Il y a quelque chose de très pathétique dans tout cela. Eh bien, je pense que l'Europe peut encore redresser la situation si elle met en œuvre les mesures que vous venez d'énoncer. Mais je ne vois tout simplement pas cela se produire. Pas avec cette classe politique. Je pense qu'il faut des révolutions politiques un peu partout en Europe. Mais encore une fois, comme vous l'avez dit, la population reste importante, la richesse est là, donc il est possible d'inverser la tendance. Mais d'abord, il faut arrêter de faire semblant de rejouer la Seconde Guerre mondiale et se débarrasser de cette idéologie folle et de cette haine des Russes. Conclure quelques accords avec les Chinois, je pense que cela rétablirait un certain équilibre. Mais essayons au moins de rester optimistes et de croire qu'il reste encore un peu d'espoir. Et merci beaucoup d'avoir été aussi généreux de votre temps. Avec plaisir, Glenn, et merci d'avoir des programmes qui acceptent d'examiner ces questions et d'ouvrir la discussion.